Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Time Between où aujourd'hui il sera question de The Joker. Joker, réalisé par Todd Phillips, nous raconte l'histoire d'un salarié d'une entreprise de clowns à louer qui, après moult péripéties, va devenir le Joker. Le film est un pari assez à contre-courant pour la Warner. Alors que Endgame a coûté 356 millions de dollars, le Joker lui en a coûté que 55 millions. Mais en échange de ce financement limité, une liberté artistique assez grande a été accordée par le studio. Mais on entrera dans les détails de la production plus tard, promis. Pour l'instant, et en hommage au personnage, je vous propose une transition rire. Alors il faut quand même être prévenu que ce film, si vous allez le voir, il a un rythme et une façon de montrer le Joker de façon très autorisante. Par exemple, la première fois qu'on voit Fleck, c'est ça ? Arthur Fleck, je crois que c'est son nom avant de se faire nommer le Joker. La première fois qu'on voit Arthur Fleck, il est en train de rire devant sa psychiatre. Et, bon, j'ai pas chronométré, hein, mais le rire doit bien durer 25-30 secondes. De suite. On a juste un gros plan sur Joaquin Phoenix qui rigole. Alors en fait, ça se prononce Joaquin. Non mais tu t'es vu parler russe et tu fais des remarques sur l'accent des autres. Oui non mais moi je n'écouterai pas les conseils linguistiques venant de quelqu'un qui n'a pas de mâchoire. Tu n'es qu'un monstre. C'est pas cool, frère. Pareil, le film va cultiver beaucoup de moments de silence, d'angoisse et notamment tout un travail sur la présence ou l'absence de la musique. C'est-à-dire que là, on est quasiment dans un travail de film d'horreur parce que la musique va en même temps servir à être en contrepoint avec la situation. Par exemple, on va avoir plusieurs scènes qui sont globalement joyeuses où on se dit, bon bah, peut-être que là, le Joker va aller mieux parce qu'il a de la considération, des gens pensent à lui, etc. Et en fait, il y a une espèce de musique ultra angoissante qui débarque, qui du coup casse complètement ce moment d'innocence. Et puis, il y a d'autres moments où on assiste à des scènes un peu trash, des meurtres, des agressions, etc. et où la musique est terriblement joyeuse. Donc il y a tout un travail du contrepoint sur la musique, mais aussi de sa coupe brusque. La musique va se couper brutalement, alors que pour le coup, l'action visuelle, elle, continue. Ce qui est assez intéressant parce que ça fait un petit peu trébucher nos attentes. C'est-à-dire qu'on se dit, bon bah voilà, on a une scène violente, on a une musique violente, et bam, plus de musique, bah... on est perdu. Le film arrive bien à perdre les repères du spectateur en utilisant des lois purement cinématographiques, mais sans aller dans des effets spéciaux ultra coûteux, etc. Alors ce film utilise beaucoup de plans fixes. Encore une fois, c'est une technique qui est souvent très affiliée au cinéma d'auteur parce que entre un plan fixe et une scène de théâtre, il n'y a pas beaucoup de différence, donc ça demande... c'est pas très divertissant comme façon de filmer, mais par contre ça permet de composer ces plans avec une précision extrême, et là le Joker va utiliser beaucoup ces plans fixes pour réellement créer des peintures à l'intérieur d'un plan. Et notamment il y a une utilisation des grands angles dans ce film qui est assez intéressante, parce que généralement l'avantage des grands angles c'est que ça permet de cadrer très large. Par exemple dans Dunkirk, Nolan l'utilise à fond pour pouvoir filmer l'intégralité des plages de Normandie en un seul plan, alors que c'est des plages gigantesques mais avec un très grand angle, dans un avion aussi, on peut filmer beaucoup de choses. Mais là, dans ce film, ce qui est intéressant, c'est que les grands angles sont plutôt utilisés pour filmer la verticalité. Et oui, dans ce film, il y a beaucoup de moments où en fait, on va filmer des éléments verticaux, et en fait, ça sert à écraser le personnage, comme l'horizontalité, mais de façon beaucoup plus symbolique. En effet, vous ne le savez peut-être pas, mais aux États-Unis, il existe des bâtiments tellement hauts qu'on les appelle des gratte-ciels. Comme on l'a déjà dit sur cette chaîne, le cinéma se construit par rapport à son environnement. Et donc là où l'Europe a choisi des bâtiments globalement à l'horizontale et où les États-Unis ont choisi des bâtiments à la verticale, eh bien les différents cinémas de ces deux continents se sont adaptés. On ne filme pas la ville dans un film américain comme on le filme dans un film français. Par exemple, dans La Haine, Mathieu Kassovitz travaille un Paris angoissant et oppressant à grands coups de très grands angles qui rendent les bâtiments haussmanniens terrifiant. Au perso, ce qui me fait peur dans Haussmann, c'est qu'il a designé les avenues et les boulevards de Paris en pensant d'abord à comment on pouvait mettre de l'artillerie pour tirer sur des gens. L'urbanisme, c'est plus ce que c'était, hein. Ici, le but est d'enfermer Arthur Fleck dans un monde qui ne peut que le détruire. Ici, un plan sur une espèce de simili Wall Street. Là, un plan sur un hôpital psychiatrique renfermant les secrets de son passé. Arkham.
Cette mise en scène a toujours un sens lorsqu'elle est utilisée. Plusieurs rushs de caméra sont disponibles sur YouTube et les regarder en apprend beaucoup sur les conditions de production du film. Les caméras filment de très loin leur sujet humain, tous les acteurs sont en micro sans fil, il n'y a aucune machinerie visible à l'écran, pas de diffuseur, pas de fond vert, pas de flag pour ciseler la lumière, tout ceci permet de donner une liberté d'action totale aux acteurs. Et puis le mélange de lumière du jour et de lampadaires / néon dégueulasse pour la nuit permet de donner une espèce de côté quotidien dépravé à Gotham, ce qui était parfaitement le but de la production. Et puis en termes de décor iconique pris en grand angle, cet escalier qui domine l'affiche, le cadre, et qui domine Arthur qui rentre péniblement de sa journée de travail. Moi j'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Mais... Il y a tout un travail sur le rire du Joker qui est très important parce que comme je vous l'ai dit, la première réplique entre guillemets du Joker, c'est son rire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, le rire du Joker est une maladie, c'est une espèce de symptôme qui fait que face à une situation tendue ou pas d'ailleurs, mais on reviendra plus tard sur cette histoire de rire. Et en fait il va se mettre à rire de façon compulsive, à pas pouvoir s'arrêter, il essaie quasiment de s'étrangler pour arrêter de rire. Et ce qui est intéressant, c'est que les rires vont être une partie intégrante de la mise en scène, notamment quand le Joker délire. Ce qui est intéressant, c'est que vu que le personnage veut devenir comédien, il imagine les rires et les acclamations de la foule. Et quand le Joker du coup imagine ces rires lui être adressé à lui et pas à la personne dans la télévision, on va passer d'un rire intradiégétique, c'est le rire provient de la télé et la télé existe dans le monde du film, à un rire extradiégétique où en gros les rires vont devenir la bande son même du film. Et il y a des transitions comme ça qui sont très bien vues, qui en fait nous font rentrer dans la façon de penser le monde du Joker. Dans plusieurs interviews, Todd Phillips décrit le Joker comme étant un narrateur envers qui on ne peut pas avoir confiance. Où commence le fantasme, où s'arrête la réalité? Il est assez simple, après avoir vu le film, de séparer le vrai du faux, mais pendant le visionnage, la frontière reste sacrément floue. Le montage à lui seul est un art. Et bordel, vu comment ils ont tourné, je veux pas voir la gueule du banc de montage, et le monteur est un héros. Changement de lieu de tournage au dernier moment, scène de dialogue réécrite juste avant d'allumer les caméras, et plan tourné à l'arrache sans l'intégralité de l'équipe. Sans être non plus un tournage guérilla, Joker s'est permis d'avoir une organisation interne assez loin des standards quasi militaires des blockbusters américains. Le film s'ouvre avec une radio, ou une télé peut-être une télé, vu la place de la télé dans le film, à mon avis c'était une télé. La première phrase donc que dit cette télé au tout début du film, c'est même possible que ce soit le premier, je crois que c'est la première phrase qu'on entend du film, c'est ça, c'est qu'il y a une grève des éboueurs à Gotham et que les rues sont remplies d'ordures. Un peu plus tard dans le film, on apprend qu'il y a aussi une recrudescence de la population de rats dans la ville et que ça crée des risques d'infection, de maladies, etc. Et ce genre de phrases, on les met pas dans un film pour avoir une radio qui parle dans le fond. Il faut toujours écouter toutes les lignes d'un film parce qu'elles révèlent toujours quelque chose sur celui-ci. Et dès cette première phrase, le film en fait nous annonce son sujet. La mocheté, la salissure qui arrive dans un monde qui n'y était pas prêt ou qui ne s'attendait pas à la voir débarquer. Les ordures, les rats, toutes ces infections sont en fait des métaphores de la venue du Joker tout au long du film. Le directeur de la photographie, Lawrence Sher, a expliqué qu'il voulait que Gotham soit une émanation du Joker et inversement. Et là où cette histoire d'ordures devient extrêmement malin, c'est quand on commence à faire des métaphores. Parce que oui, un tas d'ordures, c'est quelque chose dont il faut s'occuper et ne pas le laisser à l'abandon, sinon on a un risque de développer des maladies. Tout comme il faut s'occuper et ne pas abandonner nos Arthur Fleck, sinon ils risquent de devenir des Jokers. Et en plus, pour le film, ils ont rajouté des tags dans la rue, car pour Lawrence Sher, les tags sont l'émanation de la bonté et du sens artistique des habitants d'un quartier. Tout comme Arthur Fleck a une profonde bonté en lui en début du film, et un sens artistique, quoique très légèrement compliqué à suivre. Les ordures, les tags, tous ces éléments qui semblent assez quotidiens dans une rue sont finalement pensés dans ce film comme une incarnation du Joker dans toute la dualité de sa personnalité. Il y a des plans qui sont purement un fantasme du Joker. Il y a des plans en fait qui servent beaucoup à faire se rendre compte de comment il se voit à travers un écran. Et c'est assez intéressant comme développement. C'est assez intéressant parce qu'une des pires angoisses d'un comédien et du Joker dans ce film, c'est que les gens ne comprennent pas à quoi il ressemble vraiment. Il y a beaucoup de moments où en fait il questionne les gens qui l'entourent sur est-ce que vous me voyez vraiment? Est-ce que vous m'entendez vraiment? Donc en fait il y a une espèce d'angoisse du paraître chez le Joker qui est assez jolie et qui justifie les plans suresthétisés que moi dans les bandes annonces j'avais trouvé un peu abusés, mais en fait c'est assez légitime
par rapport à comment se voit le Joker et surtout comment il veut que les autres le voient. Il veut être vu comme étant beau, alors que le travail sur la mocheté fait par Joaquin Phoenix est assez hallucinant. Parce que oui, un petit mot quand même sur le Joaquin qui se prend des torrents de « de toute façon c'est du surjeu, il en fait trop, etc. » J'ai trouvé Joaquin Phoenix complètement génial dans ce film. Bon, Joaquin est juste trop fort, qu'on lui donne 792 Oscars et qu'on n'en parle plus. Mais comment on fait pour atteindre ce level de perfection? Une seule réponse, la discussion. Et oui, Joaquin Phoenix et Todd Phillips expliquent que pendant la pré-production, ils passaient des heures et des heures à s'appeler tard le soir pour parler de ce à quoi le personnage devait ressembler. L'acteur s'est notamment renseigné sur les différentes maladies mentales, sur les symptômes qu'elles pouvaient provoquer, sur les effets secondaires des médicaments qu'on pouvait donner à ces personnes. Rien n'a été laissé au hasard. Dans une interview où un internaute demande en live à Joaquin s'il n'a pas eu peur de se perdre dans le personnage du Joker, celui-ci a répondu: ce serait cool de dire ça, hein. Mais non. Ça casse le mythe, hein. Dans pas mal d'interviews, Joaquin Phoenix insiste sur le côté collectif du cinéma. La première fois qu'il a endossé le costume du Joker, Joaquin Phoenix ne savait pas trop quoi faire de ses mouvements, et il s'est inspiré de la rigidité du tissu pour penser les déplacements du Joker. Quand les accessoiristes lui ont montré la réplique du pistolet qu'il utilisait dans le film, ils lui ont proposé de la garder une heure ou deux pour s'habituer au poids, au mécanisme du barillet, etc., etc. Quand les maquilleurs ont constaté que la perruque du Joker était beaucoup trop absorbante pour devenir vert avec une dose normale de teinture, ils ont proposé de mettre une double dose, ce qui a complètement changé la texture des cheveux du Joker. Et Joaquin en a joué. Il a notamment confié qu'il a changé toutes les mimiques du haut du corps pour pouvoir mieux utiliser la texture de cette perruque. Ce qui fait que cette putain de scène de l'escalier, en fait c'est le fruit de pas mal de galères. Un personnage ne se construit pas uniquement sur des punchlines et des lignes de texte. Un acteur doit pouvoir composer dans le vif sans avoir à chronométrer chacune de ses répliques parce que le monteur est pressé de mettre sa blague de merde. Oui, c'est de toi que je parle. Edgar Wright, je t'aime, mais ça, c'est pas de toi. Pour certains types de films, il est important de laisser tomber les découpages techniques trop rigoureux pour se laisser s'enfoncer dans une œuvre en perpétuel changement. Comme dirait Todd Phillips, quand on fait du cinéma, on ne fait pas des maths, on fait du jazz. Et il y a des règles dans le jazz, tout comme le cinéma. Il y a des rythmes, des harmonies, des cadrages, des lumières. Mais le plus important au final, c'est la symbiose et la cohésion qui donnent une œuvre unique. Oh mais t'as pas bientôt fini avec toutes tes métaphores? Et nous voilà arrivés au moment où l'on parle du scénario et du fond du film. Oula! Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Joker a fait parler de lui sur ce sujet tellement qu'il y a des interviews entières dédiées à ce problème uniquement. Le Joker inciterait à la violence. J'aime me battre. Merci Panda pour cette blague, c'est la dernière avant longtemps. Qu'est-ce qui fascine tant chez le Joker? Quelle est cette frayeur qu'il fait naître en nous et qui nous pousse à le décrire comme un des méchants les plus terrifiants des comics, voire même de la pop culture en entier? Ses actes violents? Il est facile de trouver plus violent que le Joker. Jigsaw est nettement plus sanglant et il n'est pourtant pas autant porté au nu. Son opposition entre son sourire et ses meurtres? Le Masque use du même procédé et n'a pourtant pas rencontré un succès aussi populaire que le Joker. Ce qui frappe d'effroi avec lui, c'est qu'il entraîne des gens derrière lui. Il n'est pas un Venom, créature alien isolée, il n'est pas un Thanos, seigneur galactique à la tête d'une armée de monstres lointains, il n'est pas un bouffon vert, héros solitaire de la destruction. Le Joker aime déclencher des incendies avec un pompier comme complice. Il est l'incarnation de la philosophie « L'homme est un loup pour l'homme ». Toute morale, toute trace de bienveillance s'effondre sous ses rires. Il est la fin de la civilisation. Et c'est une peur primale que nous avons tous. Pourquoi est-ce qu'on craint tant les faits divers qui nous parlent de meurtres en pleine rue? On craint certes d'être à la place de la victime, on plaint les proches de la victime, mais avant tout, on a peur de l'information en elle-même. On peut mourir à la vue de tous sous un lampadaire public. Ils sont là, dans nos rues, dans nos campagnes, dans nos villes! Alors déjà, c'est pas dans le texte. En plus, c'est du plagiat. Et en plus, tu plagies quelqu'un de nul. Reprenons.
Le Joker de Todd Phillips nous montre une violence qui est terriblement concrète. Ici, il n'est pas question de cuves d'acide, de gaz hilarant ou de sbires déguisés en squelettes. Le patron de Fleck est une ordure sans morale. Arthur lui-même vit dans une pauvreté assez triste à voir, et ses médicaments, son accès aux médicaments, est coupé à cause de coupes budgétaires. Oh, et Wayne est un connard. Que le meurtre fondateur du Joker soit celui de trader de Wall Street, c'est sacrément révélateur. Tout comme les bâtiments des quartiers d'affaires de Gotham sont filmés de façon angoissante, le dernier coup de feu du Joker sur ce trader qui l'a poursuivi sonne comme un goût de liberté. Cette déflagration fatale, dont la place est largement au-dessus des autres tirs dans le mixage son, résonne pendant des secondes et des secondes dans le montage et dans nos esprits. Ça y est, un tout-puissant fils à papa a eu ce qu'il méritait. Il est mort seul, dans la souffrance, loin de ceux qui l'aiment. Il est mort comme meurent les SDF un soir où il fait trop froid. Il est dur de réprimer un bienfait face à cet être si répulsif, habillé avec un SMIC sur les épaules, portant une montre en or, tabassant des handicapés dans une rame de métro. You get what you deserve. C'est une phrase qui se met à définir le Joker sur le dernier acte du film. Vous avez eu ce que vous méritez. À force d'écraser les pauvres, il ne faut pas s'étonner quand il réplique. Vient alors l'angoisse. Nous sommes d'accord avec un méchant, un assassin, un fou, un assoiffé de sang. Vient de commettre un acte avec lequel il est dur d'être en désaccord. À longueur d'interview, Joaquin Phoenix et Todd Phillips essaient plus ou moins d'éviter le sujet. Ils sortent des plateaux de télé, ils ne répondent pas directement à la question. La seule chose vraiment claire qu'ils ont dit, c'est qu'ils voulaient créer du débat et pas de la confrontation sur cette question. Du moins, ça c'était avant sa sortie en octobre. Et oui, parce qu'avant c'était surtout des remarques de critiques de ciné, de retours de festivals, de salons. Mais quand le public est mêlé à ça, la force de frappe d'un avis erroné peut être terrible sur la réputation d'un film. Donc c'est à partir de là qu'ils commencent à faire des interviews un petit peu plus ciblées et claires sur leur position sur le sujet. Étonnamment, le membre de l'équipe qui semble le plus à l'aise à en parler, c'est Lawrence Sher, le directeur de la photographie dont on a parlé tout à l'heure. Pendant une interview au Lincoln Center où il était en train de répondre à une question qui concernait les cadres de New York, il prononce soudain ces mots. C'est très ironique que les gens réagissent mal au film. Ils s'attendent à voir un film de comic book, et nous leur servons la réalité. C'est à ça que ressemble la maladie mentale. C'est à ça que ressemble la violence. C'est à ça que ressemble une cité en perdition. C'est ainsi qu'est notre monde. Regardez-le. Ressentez-le. Le film est rempli de phrases assez marquantes, mais celle qui m'a le plus marqué, celle qui me hante jusqu'à maintenant, c'est celle que prononce Arthur Fleck à sa psychiatre. Je vous parle de moi, de mes doutes, et vous me posez toujours les mêmes questions. Est-ce que vous prenez vraiment le temps de m'écouter ? De me regarder. La psychiatre le regarde et lui dit que le centre social va fermer la semaine prochaine parce qu'il n'y a plus de budget et que ses médicaments ne sont pas en libre accès. Depuis le début de cette partie polémique, j'imagine que vous vous demandez où est passé Red. Disons que je savais que le format de l'émission allait me permettre un jour d'éviter de m'emporter bêtement à chaud et d'avoir l'occasion de corriger le tir. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent un petit peu au syndrome que j'avais évoqué dans mon épisode sur Bacurau. C'est ce que j'appelle le syndrome Scarface. C'est le syndrome de montrer quelqu'un qui est objectivement mauvais et qu'il ne faut absolument pas copier, imiter, whatsoever, mais que le film se met à défendre malgré lui, tout simplement en empruntant son point de vue. Parce que oui, le film est globalement centré sur le Joker et sur sa vie, sur cette tranche de vie-là, mais il y a aussi tout en toile de fond cette espèce de montée de sentiments anti-Wayne qui arrive de plus en plus. Parce que dans ce film, les agissements du Joker, que je vais pas trop vous spoiler non plus, vont amener en fait à une vague de soutien envers ce killer clown, ce clown tueur, ce qui est complètement ridicule. Je vous épargne le reste, en sortant du cinéma, Red a détesté ce film. Et plutôt que de vous refaire tout son argumentaire à chaud qui était imparfait, on va dire, je vous propose de le reformuler. Le film montre en parallèle du destin individuel de Arthur Fleck, le destin collectif des masses de Gotham qui rejoignent petit à petit l'idéologie du Joker. Et Red avait décrit ce rapprochement comme étant fondamentalement réactionnaire. Ce qui est le cas. On montre les habitants de Gotham portant des affiches incitant assez explicitement au meurtre, on voit des gens commettre du vandalisme, des assassinats, le tout en identifiant le Joker, assassin reconnu, comme un
leader naturel est quelqu'un qu'il faudrait littéralement porter en leader. Toute la scène de l'ambulance, on va dire, pour éviter les spoils, est sans doute la transcription la plus haineuse qu'il soit possible de faire d'une émeute. Une bande de casseurs sans visage glorifiant un assassin avec des flammes et de la fumée autour. Nous vivons une époque où le cinéma populaire, j'entends populaire qui est vu par des millions de gens, est terriblement sage. Tous les films du MCU sont des moulins à vent où le message le plus radical c'est « Oh là là, la pauvreté, c'est quand même pas très très bien ». Les nouveaux Star Wars sont des astres morts perdus dans une espèce de nostalgie doudou. Et les productions Disney n'ont jamais été aussi platement et faussement libérales. Alors oui, le Joker, c'est un bol d'air frais dans une industrie où la prise de risque est à zéro. Mais le film porte aussi en lui les marques de la société dans laquelle il a été produit. On ne peut pas dire dans un film qu'il est juste de prendre la revanche sur son patron, sur son député, sur son président. Ce n'est pas convenable. Donc on dresse un portrait démoniaque et quasiment infernal de la révolte des pauvres. Comme je vous l'avais dit sur Bacurau, il existe des violences légitimes, et le Joker a bien failli en être un brillant exemple filmique. Mais non, contrairement au Joker, dansant aisément sur les escaliers du Bronx, le film trébuche à quelques marches d'être un film historique. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near.